5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. En quelques dizaines d'années, la durée de vie des objets a raccourci, la mondialisation et la grande distribution ont multiplié les flux de matières, plastique, textile, papier. Nos quantités de déchets ont explosé de partout. La solution serait le recyclage. Oui, c'est un oui péremptoire pour les activistes écologiques. Plusieurs initiatives à petite échelle existent, mais ça manque la plupart du temps d'accompagnement. Vous verrez par exemple comment certaines personnes arrivent à recycler les déchets textiles ici, chez nous. Ce sont des initiatives inspirantes qu'on partage avec vous dans ce forum de discussion autour de la table. Ils nous ont rejoint. Alain Tosno, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation, le fils de l'enseignant qui a grandi à Kouandé, non loin de l'église catholique, et qui allait cueillir du manguier, de la mangue. J'en ai à la maison. J'ai planté des manguiers à la maison. D'accord. J'avais pas besoin d'aller marauder. Et les manguiers de l'église catholique de Kouandé, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Il y en a plein dans la paroisse. Vous avez fait un tour à nouveau récemment? Oui, ça fait en fin d'année 2024. C'est pas mal du tout. Monsieur Sabo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Sur 5 sur 7 matin, ça fait un moment qu'on ne nous a pas eu par ici. Pas grave. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci. Alors, messieurs, avant d'entrer de plein pied dans le forum de discussion, je nous propose de voir ce reportage réalisé par Fallon Kisezounon. Elle nous parle de comment les déchets textiles sont recyclés aujourd'hui, principalement dans le secteur de l'artisanat. Regardez. Moïse est un des anciens de cet atelier de couture. Chaque jour ici, une importante quantité de tissu est utilisée pour la confection de vêtements. Dans ce processus, la plupart des chutes issues de la découpe deviennent des déchets. On a coupé et le coupon déchet là, on met ça quelque part. Au sein de certaines structures, ces bouts de linge, déchets encombrants et embarrassants, sont brûlés, nous confie Moïse. Si on ne veut pas donner l'argent, mais l'argent qui prend là, c'est eux qui brûlent. Pourtant, ces déchets constituent une matière première prisée pour d'autres artisans. Nous sommes ici au marché des arts de Cotonou. Dans cet espace conçu et aménagé pour la promotion de l'artisanat local, plusieurs objets sont fabriqués à base des chutes collectées ça et là dans des ateliers. Quand on fait la carte d'Afrique, c'est très beau. Quand on fait les paysages ou bien les motifs africains, là, les femmes qui vont prendre de l'eau au marché, tout ça là, ça marche. Avec ce genre de choses maintenant, nous essayons de contribuer à la réduction de l'utilisation du bois. Malgré ces initiatives, la gestion des déchets textiles demeure un grand enjeu de salubrité publique. Bien souvent, c'est la Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS, qui s'occupe du service après-vente. Pour ce qui est du peu qui reste, nos stylistes, nos couturières, ils les mélangent avec nos DSM. C'est minime, c'est pas beaucoup. Ils les mélangent avec des DSM et quand nous on vient récupérer, on récupère ça comme un DSM, on le traite comme des déchets solides mélangés. Ça suit le cycle normal de traitement des déchets solides mélangés. Pour une bonne gestion de ces déchets, je dirais aux stylistes, aux tailleurs, aux couturières, de ne plus mélanger les déchets avec les déchets solides mélangés. D'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'industrie du textile est responsable d'entre 2 à 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde chaque année. Des chiffres alarmants qui poussent à développer d'autres méthodes de recyclage pour non seulement soulager des artisans comme Moïse, mais aussi pour sauver la planète. Sauver la planète passe forcément, nécessairement, sans doute par le recyclage. Comment passer du tout jeté au tout réparé? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui sur 5 sur 7 matin. William Tchouki, on parle de recyclage forcément. C'est un sujet qui vous parle? Ouais, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, je dirais. Alors, recyclage aujourd'hui,
le reportage de Fallon porte sur les déchets textiles. Ouais. On sait que ce n'est pas que ça, même si ça représente aujourd'hui, on va dire, un grand flux de déchets, parce qu'à côté de ce que les couturiers, stylistes et autres, on va dire des déchets issus de la découpe chez les stylistes et autres, il y a également la friperie qui constitue un gros enjeu en termes de gestion des déchets. J'ai oublié un peu les statistiques, sinon j'allais vous donner quelques précisions par rapport à la quantité. Quand on, par exemple, tout à l'heure, je parlais des bâtiments, on a dit que 40% d'émissions de gaz à effet proviennent des bâtiments. C'est aussi pareil aussi au niveau du textile. On parle de 2 à 8% voilà. Des déchets, enfin des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de l'industrie du textile. Alors, comme pour montrer que c'est aussi très important. Alors, parce que, vous savez, toi et moi, ce matin, on est venus, on a changé d'habit. Demain, c'est sûr, on ne portera pas le même habit. Donc, c'est pour montrer que tous, autant que nous sommes, nous portons chaque jour d'habit, nous changeons d'habit. On a besoin quand même de s'habiller. Cela montre un peu l'importance de ce que nous avons comme habit dans nos maisons. Alors, moi, je dirais beaucoup plus, est-ce que l'industrie des textiles doit chercher à réutiliser ce que nous avons comme habit par le passé? C'est peut-être des méthodes qu'on peut chercher à avoir, à comprendre. Si j'ai fini de porter cet habit peut-être pendant 3 ans, est-ce que je retourne ça vers une autre industrie pour voir un peu si je peux revenir le chercher au lieu d'acheter encore un truc neuf? Alors, Alain, il y a ce que les activistes écolos désignent aujourd'hui par la fast fashion, c'est-à-dire avec la mondialisation, avec le flux de personnes et de demandes, les grandes industries de textile et surtout de la mode ont développé une forme de mode de fashion, de confection de vêtements à cycle court, donc qui ne tiennent pas sur la durée. Vous êtes obligé de consommer. Il y a une surconsommation parce que ce qu'on vous propose n'est pas de très bonne qualité. Finalement, au bout d'1 mois ou 2, on jette et tout ça devient des déchets. Ouais. Non, ce n'est pas que au niveau du textile, des gens de la mode. En fait, nous sommes maintenant à l'ère de la société de la consommation et on fait tout pour que vous puissiez donc consommer. Et donc, plus vous consommez, plus vous produisez donc des déchets. Or, c'est quoi? Si nous voulons vraiment... Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, en principe, on devrait d'abord réduire la consommation. Si nous voulons vraiment faire face à la problématique de la gestion des déchets, c'est d'abord de réduire. Est-ce que véritablement tout ce que nous consommons, on en a vraiment besoin? Chacun devrait se poser la question. Parce que ce qu'on constate, c'est que les gens, ils achètent des choses alors qu'ils n'en ont véritablement pas besoin. Donc d'abord, ça commence, il faut réduire. En principe, après, c'est la réutilisation. Donc maintenant, si l'industrie de la mode vous propose des choses que vous ne pouvez pas réutiliser, tout à l'heure, vous avez indexé la friperie, mais la friperie permet la réutilisation. Et on devrait encourager cela. Je pense qu'aujourd'hui... Si on prend un pays comme le Ghana, qui est le premier en Afrique de l'Ouest, qui est le premier importateur de friperies, il y a eu ce documentaire qui a été réalisé qui montre le désastre écologique que cela crée au Oui, parce Ghana. qu'on n'a pas développé une filière qui permet donc d'abord de suivre. C'est une filière. Quel est l'avenir? Quel est l'avenir de ces déchets lorsqu'il arrive à un moment donné où on ne peut plus l'utiliser? En fait, c'est ça. Ça finit où? Ça finit où? On sait très bien dans les plans et nos cours d'eau, ce n'est jamais déchet. 90% des déchets dans les pays à faible revenu sont mal gérés. Donc, le problème, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, et il n'y a pas que, on indexe l'industrie du textile, mais il y a les déchets liquides. C'est aussi près de 80 à 90% des eaux usées ne sont jamais traitées. Ça, c'est aussi des déchets. Et si on vient au niveau du papier, si on vient au niveau des verres, alors que le verre, on peut l'utiliser par exemple par l'infini. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs du vin. Mon ami William en fait partie. Mais toutes ces bouteilles de vin, on devrait organiser, on peut les recycler, mais on ne le fait pas. Ces bouteilles de vin, vous les retrouvez un peu partout dans les tas d'ordures, ça finit, alors qu'on peut recycler. Et ça peut générer un certain nombre donc, comment on appelle, d'emplois verts.
Et il y a aussi les déchets organiques qui, finalement, aussi ne sont pas du tout traités. Parce que pour bien gérer un déchet, c'est d'abord le tri. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Il faut faire le tri. Si on doit recycler, la première des choses, le préalable, c'est le tri. On n'en est pas encore là. D'accord. Alors, Monsieur Sabo, on se rend compte aujourd'hui qu'en termes de recyclage des déchets, la plupart des initiatives qui existent est dans le monde de l'artisanat. On a vu, par exemple, sur les images que le reportage de Fallon, que nous avons diffusé il y a peu, que dans l'industrie textile, les déchets deviennent des objets d'art, donc grâce à la dextérité de ces artisans qui fabriquent des objets. Il y a d'autres initiatives aussi, recyclage de pneus par exemple, pour en faire des meubles. Ça existe, ces initiatives, mais la plupart de ces personnes qui s'y consacrent, ce sont des artisans. Il n'y a pas eu vraiment une filière organisée pour le recyclage des déchets. Pourquoi? C'est un peu dommage, quoi. On n'en a aucune foi. Les décideurs du Bénin n'ont aucune foi à ça. On n'est pas éduqué à cela. C'est deux, j'ai dit, l'éducation de base ne donne aucune priorité à cette affaire-là. Deux, ceux qui nous gouvernent n'en ont aucune conscience. Il faut féliciter les artisans. C'est ça que j'ai écrit ici. Les artisans, là. Toutes les ferrailles que vous avez au départ, c'est eux. Et on va dire, ils sont fous. Je félicite ici notre grand frère Razoumé. Il a déporté d'ici jusqu'en Europe. Et on a de la considération pour lui à travers ça. Mais dans nos écoles, lorsqu'on parle d'apprentissage, l'élève, l'écolier, à la base, on est en train de le formater à un produit de demain. Il doit être un produit complet demain. Comment on lui fait ça? Personne ne fait ça à l'école. Vous allez voir du n'importe quoi à l'école qui n'a aucune ressemblance à leur réalité. Quel type d'homme formons-nous comme ça pour le développement de demain? C'est ça les histoires. On n'a pas de priorité pour ça. Moi, vous avez dit, je suis désolé. Alain a déjà tout dit. Mais il y a des aspects qu'il n'a pas abordés. Le lit dans lequel nous dormons, aujourd'hui, la plupart, ça vient de là-bas. Le matelas, tout sale, c'est de là-bas. Les sous-vêtements, c'est de là-bas. Il y a des structures locales qui... Mais comment on recycle ça? Est-ce qu'on a... Ceux qui admettent ces produits-là dans notre pays, là, est-ce qu'ils savent que nous en avons vraiment besoin? Aujourd'hui, là, nous avons des usines de textiles qui ont carrément fermé, qui faisaient notre fierté avant et qui ne coûtaient rien du tout. On a tout fermé parce que Friperie est passé par là. Mais aujourd'hui, on est en train de relancer la production. Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. On devrait comprendre depuis. Il faut déjà saluer la volonté politique, non? Ah, comment? Afficher à travers des initiatives. Les rois qui étaient là, on a amené 26 objets à titre symbolique hier, ici, il y a quelques années. J'ai dit, c'est des objets de 200 ans qui ont gardé leur intégrité. Ils ont gardé leur... ils ont tout gardé. Ces bois-là étaient plantés par qui? Comment ont-ils pu identifier de telles essences qui ont duré dans le temps? À qui on transmet ça? Ceux à qui on a montré ces objets-là et qui ont vu seulement là. Quelle perspective ont-ils eu de la suite? Est-ce qu'on peut retrouver ces gens-là avec leur gène qui ont pu imaginer ces essences-là sont où? Comment les a-t-on cultivées? C'est des choses qui sont pour nous et qui sont de notre identité. Lorsque tu amènes des ustensiles de cuisine dans nos maisons, allez à Assé, vous allez voir des jarres. Et c'est des femmes qui n'ont été dans aucune école de l'étranger. Elles ont l'art. Comment formuler ça? Quelle terre? Comment on doit faire tout ça? Et les jarres sont là et tout le monde passe par là. Personne ne cherche ça. Vous allez dans les réceptions officielles, vous n'allez jamais trouver des assiettes qui font de la fierté. C'est-à-dire que quelqu'un vient ici, il peut être un président de la République, tu lui sers à manger dans ces assiettes-là qui sont de chez nous. Ça a commencé par changer, non, monsieur Sabo? Non. Il y a quand même aujourd'hui... je ne dis pas que ça... C'est pas de ça que je parle. Il y a de plus en plus... Non, c'est pas... Je parle de la conscience... Il y a de plus en plus une prise de conscience. Je parle de la conscience publique, la conscience générale. Je ne parle pas d'une catégorie. Même si nous avons... Tout changement provient d'une... Si nous avons des... Allez-y dans les écoles aujourd'hui. Il faut toucher les choses.
Parce que lorsque vous ne les touchez pas, vous croyez que les gens le savent. Mais il y a aussi une question d'économie. Mais si vous allez dans les... C'est aussi un problème économique. Les assiettes dont vous parlez ne sont pas forcément à portée de prix. Non, mais si tout le monde le fait. Alors, lorsque monsieur a parlé tout à l'heure, vous lui demandé pour qu'est-ce qu'il fait la réticence que les gens n'aillent pas vers les... C'est le prix. Parce que ceux qui le font ne sont pas nombreux. On n'a pas réussi à mettre ça à échelle. C'est ça le problème, n'est-ce pas? D'accord. Et les matières premières ne sont pas disponibles comme ça. Il faut aller dépenser beaucoup pour trouver. C'est-à-dire qu'on ne les aide pas, on ne les appuie pas. Comment on peut mettre ça à échelle? C'est ça mon cri. Je finis pour dire, dans les écoles, les cantines scolaires, allez voir les assiettes dans lesquelles les gens mangent aujourd'hui. Si on est assez là, on doit manger dans les plastiques. Si on est assez, alors que les parents de ces enfants sont assez. On va demander aux parents doter les enfants de vos assiettes que vous fabriquez vous-même là. Qu'ils amènent ça à l'école pour qu'on regarde ça. Quand même. Il y a risque que les assiettes puissent se briser. Oh, d'ailleurs. Ce sont des paramètres qu'il faut prendre en considération. Oui, bon, voilà. Il y a les pensionnels quand même qui sont vendus très cher. Alors, monsieur Huenou, dites-nous, est-ce qu'il serait superflu aujourd'hui de mettre en place une unité de recyclage? Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Amégan. Je vais rebondir sur ce que disait mon voisin de gauche, monsieur Sagbo, pour dire que les assiettes ne coûtent rien. Moi, je ne mange que dans ces assiettes. Je ne bois que dans ces assiettes, dans une maison en terre. Et ça ne coûte rien. Ça ne se casse pas. Je n'en ai pas encore cassé depuis que je suis rentré. Bon, certainement qu'on n'a pas encore des enfants. Si, j'ai des enfants, mais comme ça ne coûte rien. C'est recyclable. Même si c'est cassé, ce sont des assiettes recyclables. Donc, on peut remettre ça encore dans le circuit. Pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que chaque pays devrait gérer ses déchets. Et l'importation de friperies va étouffer notre industrie naissante de transformation du coton. Le Bénin se glorifie bien de tout ce qui se passe à Glodjibé. Et si on n'arrête pas l'importation de la friperie, non seulement on va importer des maladies à travers ces vêtements usagés. Incurable, il faut dire ça. Des maladies incurables, donc. Mais on va aussi importer la pauvreté. Et on finira par fermer nos industries qui sont vraiment des prouesses gouvernementales. Il faut vraiment regarder tout cela de très près. Le recyclage, c'est toute une industrie. Dans le recyclage, la réutilisation et la réparation. Et je pense que nos conditions économiques contraignent une bonne partie de la population à récupérer des bouteilles en plastique dans la ville. Moi, ces bouteilles en plastique, quand je les remplis de sable, j'en fais des briques pour construire. Les bouteilles de vin, on peut en faire des briques en les remplissant de sable. Le sable, je n'ai pas parlé d'argile. Je prends le sable de la plage, je remplis les bouteilles, je les ferme et j'enferme les bouteilles dans un mur pendant au moins 1000 ans. Voilà une construction qui n'a pas eu besoin d'argile, mais qui a eu besoin de sable et de bouteilles recyclées. On peut tout recycler. Les semences paysannes peuvent être conservées dans ces bouteilles-là pendant des années sans aucune détérioration. Voilà, c'est ça. On peut aller jusqu'à fabriquer des frigos traditionnels en doublant les jarres. Vous mettez vos tomates dans une jarre, vous mettez une autre jarre à côté, vous mettez de l'eau entre les deux jarres. Les tomates seront conservées pendant plusieurs semaines sans se gâter. Donc, il y a ça que la nature nous donne, que nous devons redécouvrir. Dans le recyclage, il y a les pneus, il y a les fûts vides, il y a beaucoup. Tout est à recycler, sinon, l'ordure produite qui n'est pas recyclée devient un poison pour l'humanité. Donc, il faut recycler. Et la meilleure ordure, c'est celle qu'on n'a pas produite. Ouais. D'accord. Alors, William, est-ce qu'on a été formaté pour le recyclage? Déjà, en termes enfin, on appelle ça... l'expression ne me vient pas. Mais bon, on fait de petites choses à la maison. Aller réparer... Des gestes. Pardon, les petits gestes du quotidien à la maison. Bricolage. Le bricolage. Ouais. En termes de bricolage, on n'est pas forcément les champions. Même pour mettre un clou dans le mur, on appelle le menuisier. Pour juste enlever les détritus de l'évier, on appelle le plombier. Alors que ce sont des gestes du quotidien qu'on aurait pu nous apprendre, qu'on aurait pu faire nous-mêmes.
ce comportement, justement, est-ce que ça ne nous suit pas dans notre façon de percevoir les déchets, de faire du recyclage? Parce que qui fait du bricolage est sans doute prédestiné à quand même faire du recyclage. Alors, je vais aller un peu contre ce que vous pensez là, quoi. Parce que je me rappelle quand on était petit, on fabriquait les voitures avec les bouteilles de... Les boîtes de conserve. Sardines. Les restes de boîtes de conserve. Oui. Non, On cela fabriquait voudrait... même des tam-tams avec... Exactement. Donc, cela voudrait dire que le bricolage, on l'avait en nous, justement. Mais à un moment donné, on l'a laissé. Et pourquoi? Parce que, en temps, les jouets ont inondé le marché. Et on a tout laissé. Alors, je voudrais aborder un aspect très important qu'on a ignoré. C'est par rapport au tri. Vous savez, si on était habitué à faire le tri, on serait encore plus à même à faire le bricolage. Parce que souvent, quand nous ramassons nos déchets, nous mettons tout dans la même poubelle. Alors, si on essayait de mettre de côté les sachets, les verres, les ferrailles et puis les produits organiques, on se disait, voilà, je mets ça de côté, que je pourrais peut-être l'utiliser pour faire le jardinage à côté, ou du moins, je ne sais pas moi, faire autre chose. C'est sûr qu'on aurait plus développé cet esprit de recyclage. Donc, cela a manqué à nous. Quand vous êtes devant chaque maison, quand on finit le matin de balayer, on verse tout dans la poubelle. Et c'est peut-être des gens qui sont à la recherche de bouteilles, de ferraille, qui viennent chercher. Et puis après, le reste est laissé là. Quand les gens de la HDS viennent, eux aussi, ils prennent tout et puis ils déversent, ils partent. S'il n'y a pas un temps des coqs qui viennent foutre le bordel. Donc, c'est parce que déjà, à l'origine, à la maison, on ne fait pas le tri, qu'aujourd'hui, on n'a pas pu développer cet esprit de bricolage, de pouvoir réutiliser les objets que nous avons. Alors, Alain, si vous permettez, M. Sabo, Alain, est-ce qu'on n'a pas besoin de champions aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas besoin de fabriquer des champions qui montrent l'exemple? Est-ce que ce n'est pas à travers ça qu'on pourra vraiment inculquer le recyclage aux populations? Non, on a déjà eu des champions. Il y a une championne qui a été célébrée aux Nations Unies grâce d'Otou. Vous avez vu, elle a aujourd'hui, quand vous voyez les femmes Gouroto qui se promènent, c'est grâce à elle. Parce que le plastique, seulement 9% donc, des matières plastiques sont recyclées dans le monde. Et vous voyez comment nous sommes envahis par aujourd'hui les plastiques. On ne sait plus qu'est-ce qu'on a fait. Mais elle a développé ça. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce qu'on a accompagné ça? Après elle, est-ce qu'on a essayé d'organiser toute la filière autour des plastiques? On n'a pas organisé ça. Et c'est resté comme ça. Tout à l'heure, il parlait de recyclage. Mais à l'école, on peut tout. À l'école, on peut tout apprendre à l'enfant. Et quand il va grandir avec, c'est fini. Alors, ce qui se passe aujourd'hui à l'école, c'est quoi? C'est que aussi, nous n'avons qu'une seule poubelle. Là où il y en a. Sinon, il y a des écoles encore, c'est derrière la salle de classe qu'on rejette tout. Or, à l'école, déjà, on peut apprendre le tri aux enfants. Imaginez les restes de repas à l'école. Moi, j'ai vu ailleurs où on apprend les enfants déjà à fabriquer le compost à l'école. Avec quoi? Vous avez donc les restes de repas qui sont là. Vous avez des feuilles qui tombent, enfin, pour les écoles qui ont des arbres. Et les ordures ramassées chaque matin. Avec ça, on apprend déjà aux enfants à faire le compostage. Mais l'enfant qui grandit avec et qui se retrouve dans une administration, il va encourager cela. Le papier, dans nos administrations, aujourd'hui, on ne recycle pas le papier. Quand vous voyez dans les poubelles, devant les ministères, dans les administrations locales et autres, les poubelles sont remplies de papier. Mais on ne recycle pas ça. Pourquoi on en est encore là? Même aujourd'hui avec la HGDS, on ne va pas faire 10 ans sans faire le tri. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive, les éboueurs, on ne pense pas à eux suffisamment. Parce qu'ils se retrouvent avec un mélange de déchets, alors qu'en principe, quand on fait le tri, ça leur permet de ne pas s'exposer à tous les risques qu'il y a autour. Parce qu'aujourd'hui, quand je les vois en train de renverser à chaque fois, donc ces poubelles remplies de tout, parce qu'on mélange tout. Alors que dedans, mais imaginez les restaurants, dans les hôtels, les restes d'aliments. Mais c'est une mine d'or pour fabriquer du compost. Moi, j'ai vu ailleurs, on organise des jeunes qui parcourent les restaurants et les hôtels, qui prennent les restes d'aliments, qui fabriquent leur compost et qui revendent aux maraîchers. Pourquoi on ne développe pas ça? Et quand vous voyez un peu, on a dit, vous voyez tous les déchets qu'on ramasse dans la ville de Cotonou et ailleurs. Mais la moitié pratiquement, c'est des déchets organiques avec du sable.
Mais on ne peut pas aller tout enfouir à la décharge. On doit réduire la mise en décharge. Si tant est qu'on veut véritablement donc, promouvoir donc, le recyclage et donner une seconde vie. La dernière fois, on a parlé des déchets électroniques et électriques. Mais les ordinateurs qui finissent dans les administrations, qu'est-ce qu'ils deviennent? On peut créer une recyclerie. Il y a des matières dedans qui sont très toxiques et autres. Il y a des matières dedans que l'on peut extraire et dont on a encore besoin. Mais on peut organiser des jeunes autour d'une recyclerie qui vont faire cela. Mais il y a tellement... Ce n'est pas qu'on fait le recyclage seulement pour contribuer à protéger l'environnement, mais l'économie. On peut développer une économie avec Justement, cela, créer des emplois verts. Je m'en vais demander à M. Sabo, en termes d'économie verte et d'emploi vert aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe au Bénin? Est-ce qu'on est suffisamment déjà engagé sur ce chemin? On n'est pas du tout là-bas. Parce que il y a vous avez parlé de champions, et elle a dit grâce d'autres. J'ajoute les femmes qui sont sur nos lacs, pour qui la jacinthe d'eau était une catastrophe. J'allais parler de Henri Totti aussi, je vais ONG qui... Et les femmes qui sont sur l'eau, parce que c'est les femmes qui font les articles, c'est les femmes que moi je connais, qui font les articles là-bas. Elles font les bâcons, là, les bouteilles, les sacs, les tout. Mais si l'économie doit prospérer au niveau local, est-ce que la commune de... On l'a souvent dit ici, la commune de Sémékodi n'a pas vu ces femmes-là. Moi, je suis en contact avec elle tout le temps. À Soava aussi. À Soava aussi, sur l'eau. Et on a vu ça. Nos enfants vont à l'école tous les ans avec des sacs qui viennent d'un autre pays étranger et dont nos deniers vont enrichir cette économie-là. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? C'est des champions. Elles savent tout faire. On décide seulement pour dire, cette année-là, au cours de cette campagne, de cette rentrée, nous mettons un petit budget à leur disposition pour que nos enfants, nos écoliers, puissent avoir des sacs dont nous définissons le modèle, on leur remet, et elles vont faire des miracles. Ça existe ici. Nos ministères sont là et voient. Est-ce que nous allons continuer à faire ça? Ensuite, on est ici, on vient de parler de l'émission qui nous a suivis, le monsieur nous a parlé. Moi, je parle des bâtiments. Dans nos bâtiments, là, c'est-à-dire que nous avons la paille qui n'est pas valorisée. Le bambou a une durée de vie extraordinaire. Il vit dans l'eau sans putréfaction. C'est-à-dire qu'il y a tout ici. On n'a pas décidé de la promotion de la culture de bambou dans notre pays. Alors que nous avons des zones humides ici qui répondent à tout ça. Mais on ne fait rien ça. Lorsqu'aujourd'hui, vous allez voir, vous avez dit qu'il n'y a pas de compétences pour faire les bâtiments en banco. Allez dans les villages. Je ne vais pas parler de compétences. Bon. Je ne me souviens pas en avoir parlé. C'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a formé moi j'ai entendu ça, des ressources humaines pour le faire. Moi, tout le temps que moi j'ai vécu au village, je suis allé au Cameroun il y a seulement un mois. Et j'ai vu à Yaoundé, c'est-à-dire qu'une grande villa, j'ai revu ce qui se passait dans la cour d'Abomey là-bas. Et pour eux, c'est une innovation. J'ai dit, mais vous n'avez rien fait ici. Venez à Abomey pour voir dans même dans les habitations vulgaires de chez nous là. C'est comme ça on fait. Les cases rondes là. C'est ça. Et ils sont fiers de ça. Il y a la matière première, il y a tout, il y a les ressources. Mais nous les prenons comme des gens qui ne connaissent rien. Pour nous, là, c'est eux là. On parle de la journée de l'architecture. Je voulais lui poser la question. Mais vous n'allez jamais voir ces gens-là faire la promotion de bâtiment de Ouida, 200 ans. Ils sont là. Porto-Novo, même chose. Vous allez à Ouida, dans les villages, là, les gros murs, là, c'est ça. Mais on dit ça là. Et c'est-à-dire on dit ça. Là, vous êtes en train de faire de l'extrapolation. Non, c'est ça. On va revenir sur le sujet du recyclage. Les terres de bar. Mais on va valoriser la terre de bar pour qu'elle soit plus considérée comme, c'est-à-dire un matériau, c'est-à-dire qui n'a pas de valeur. D'accord. C'est ce que je dis. Ensuite, si nous continuons de laisser nos frontières ouvertes à tout ce que j'ai dit ici, vous connaissez ce qu'on appelle accord. Vous connaissez ça? Ça veut dire quoi? Qui est comme un matelas végétal. C'est un matelas végétal, fait avec des nervures de plantes qui se trouvent dans les plans d'eau. Et vous voyez, vous avez des gens ici, mais peut-être, je ne sais pas. Ouais. Mais attends, ça là, ce matelas-là, et tu parles aussi des nattes. Vous voyez les gens dormir sur les nattes végétales encore?
Si tu fais ça là, tu es paysan, tu es végétal. On n'a pas besoin de tout ça. Alors, monsieur Kouenou, Et vous voyez, on va finir. regardez ça. Oui. C'est-à-dire, je vois dans une réunion, une grande réunion, de grandes réunions, vous voyez des Africains habillés uniquement en costume venus de l'autre pays. Mais D'accord. je vois les pays comme le Sénégal, c'est le Mali, c'est-à-dire que la Guinée, qui sont dans le Burkina, dans le boubou. Le Ghana. On perd notre culture en D'accord. faisant ce que nous faisons là. D'accord. Ça ne marche pas. Votre cri de cœur est entendu. Alors, on va terminer avec... Ouais, monsieur habillé. Oui, C'est ça. on va terminer avec... Mais oui, bien sûr. D'autres vous opposeront que ça ne vient pas d'ici. Alors, on va terminer avec... on va terminer avec monsieur... Ah bon? On va Mais c'est terminer avec l'Afrique. monsieur Kouenou. On va terminer avec monsieur Kouenou, si vous permettez, parce qu'on a encore 30 secondes. 30 secondes. Derrière, il y a Marcel aussi pour la revue de presse. Monsieur Kouenou, dites-moi justement comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour inculquer, on va dire, parce que c'est un état d'esprit qui doit être inculqué. L'éducation, c'est cela, dans les curricula de formation, créer, on va le dire, des modules recyclage à faire aux apprenants. Il faut revoir les systèmes, les programmes scolaires à la base pour que l'hygiène et la salubrité, qui sont les premiers pas vers le développement durable, deviennent des matières très importantes à l'école. L'hygiène et la salubrité. Pour revenir au traitement des déchets, je voudrais dire qu'il faut complètement bannir l'enfouissement. Parce que l'enfouissement, quel qu'il soit, finit par créer des dommages à l'environnement. On se débarrasse d'un problème pendant un temps, mais le problème n'est pas réglé. On le déplace. Oui, on le déplace. Et il faut éviter de déplacer les problèmes. Nous n'avons pas beaucoup parlé des déchets médicaux. Les déchets médicaux qui ont besoin On peut les recycler aussi. Ah oui, mais il faut un traitement très spécial. Mais là, c'est encore plus compliqué. Avec les incinérateurs. Il faut vraiment... Les déchets sont des dangers permanents pour nous tous. Et en Afrique, on pense qu'on se débarrasse de quelque chose en jetant cette chose dans sa cour. C'est faux. Cette chose devient un moustique et revient vous donner la malaria. Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Léobard Kouenou. Vous êtes architecte, expert en durabilité des matériaux. Merci, monsieur Sabo. Merci, Alain. Merci, William Tchouki, pour ce débat quand même très, très intéressant et très instructif. Surtout, vous passez, messieurs, une excellente journée du mardi. Je fais plaidoyer pour nos tatas. Merci. À côté de notre ami Lombard. Merci beaucoup, monsieur Sabo.